Bonjour et merci d'être venu en présentation. Je suis Benjamin Monjoie, je suis développeur Android depuis 2011, je suis belge, donc l'accent c'est ça. Je suis aussi organisateur du GDG Louvain-la-Neuve en Belgique et le co-host du podcast Android Leaks, qui est un podcast francophone Android autour d'Android. Donc voilà, je vous invite à aller écouter. Alors comment faire marquer forcément ça marche pas. Comment faire marquer donc le cast n'est pas une erreur, hein, donc c'est pas un fork chinois de Kotlin. Donc c'est un petit jeu de mots sur A Link Between Worlds, qui est un Zelda sur 3DS. Donc voilà, je sais pas si vous l'aviez remarqué. Avant de continuer, on va parler un petit peu de Kotlin, mais surtout on va apprendre à se connaître. Donc ici dans la salle, qui est un développeur Android? N'hésitez pas à lever la main, je vous donne un peu une idée. Ça va. Qui est un développeur web? Ah, il y en a plus que je pensais. Et qui est-ce qui connaît déjà un petit peu Kotlin ici? Ok, c'est bien. Bah, du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va parler un petit peu de quelques dates clés, des dates importantes dans l'histoire de Kotlin. D'abord, moins 450 000, maîtrise du feu. Alors ne m'en voulez pas, c'est peut-être pas tout à fait juste parce que bon, les chercheurs sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est l'encyclopédie universaliste. Moins 8000, l'invention de la bière. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Bon, donc, je vous rassure, c'était une blague. On va commencer vraiment avec les vraies dates. Donc le 22 juillet 2011, JetBrains annonce travailler sur Kotlin depuis presque un an. Un peu plus tard, une année plus tard, JetBrains rend le projet open source sous licence Apache 2. En 2014, Apple lance la première version de Swift. Donc pour ceux qui disent que Kotlin ressemble à Swift, non, c'est l'inverse. Désolé de vous l'apprendre. En 2016, JetBrains a sorti la première version stable de Kotlin, la 1.0, et très peu de temps après, Google a annoncé le support officiel de Kotlin comme langage pour Android. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le 28 novembre 2017, Kotlin 1.2 est sorti, et avec lui le support du partage de code entre les plateformes. Voilà. Alors avant d'aller plus loin, on va parler peut-être un petit peu aussi de Kotlin et JavaScript, pour que vous ayez un petit peu une idée de qu'est-ce que Kotlin peut vous apporter si vous faites du JavaScript. Je pense que les développeurs web ici, ça peut être intéressant. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Kotlin n'est pas compilé en JavaScript, puisque comme vous le savez tous, JavaScript est interprété. Donc Kotlin est transpilé en JavaScript, c'est-à-dire que le code Kotlin est transformé vers du code JavaScript. À l'heure actuelle, c'est du code qui est compatible avec ECMAScript 5.1. Donc moi je ne sais absolument pas ce que ça représente exactement, je suppose que vous oui, mais pour information pour ceux qui ne sauraient pas, ECMAScript 5.1 est sorti en décembre 2009 et était basé sur ECMAScript 3 qui lui était de 1999 ou 99 pour les Français. Et donc JetBrains a annoncé qu'ils allaient normalement tenter de supporter ECMAScript 2015, qui est donc sorti en 2015, mais c'est éventuellement. Donc à l'heure actuelle, il n'y a pas de promesse là-dessus. Je pense pas que cela aura un impact pour vous, puisque comme j'ai dit, le code Kotlin va être transformé en JavaScript, et après vous pourrez l'utiliser comme n'importe quelle librairie, donc ça ne devrait pas être problématique. Ce que Kotlin essaye de faire pour JavaScript, et donc j'insiste comme sur essaye, c'est de fournir un résultat qui est optimal en poids. Attention que c'est pas le plus petit possible, c'est optimal. Pourquoi? Parce que Kotlin sort aussi un output qui est lisible. C'est du JavaScript qui est lisible par un être humain. Donc le code n'est pas minifié. La raison pour ça, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui ne se passerait pas comme vous voulez, vous avez besoin d'aller lire le code, c'est possible ici, puisque le code est lisible. Donc c'est pour ça que le code n'est pas le plus petit possible et pas minifié. Il fournit l'interopérabilité avec les systèmes, les systèmes de modules existants. Donc on va revenir là-dessus juste après. Et il essaye aussi de fournir les mêmes fonctionnalités à travers la standard library de Kotlin, que ce soit pour Java ou pour JavaScript. Pour ce qui est de l'output, donc des modules, évidemment, il peut fournir du JavaScript standard, du JavaScript, donc du plain JavaScript, et qui est compatible à ce moment-là avec le client-side ou le server-side. Donc, quand je parle de server-side, je parle évidemment de Node.js, entre autres. Fournit aussi éventuellement un output en AMD qui est Asynchronous Module Definition.
L'AMD, c'est pour ceux qui utilisent éventuellement require.js et qui permet donc de charger vos JavaScript de manière asynchrone pour des raisons de performance. CommonJS, lui, c'est les modules pour NPM et Node. Et enfin, UMD, qui est Unified Module Definition, lui est compatible en fait à la fois avec l'Asynchronous Module Definition et CommonJS. Et dans le cas où aucun des deux n'est présent au runtime, il fera un fallback vers le plain. Donc, si vous allez avec UMD, vous n'avez pas de chance de vous tromper. Alors, pour ceux qui utiliseraient TypeScript, Kotlin fournit un outil qui s'appelle TS2KT, qui transforme les fichiers de définition de TypeScript vers des fichiers de définition pour Kotlin, qui sont donc utilisables. À savoir que donc, ici j'ai mis Definitely Typed, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un repository GitHub qui fournit un nombre important de fichiers de description TypeScript et qui est utilisé notamment par les développeurs TypeScript. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé moi-même et j'ai eu récemment des échos comme quoi TypeScript évoluant très vite, le logiciel TS2KT n'est peut-être pas toujours à jour avec les fichiers et donc ne fournit pas nécessairement un output valide. Donc, à tester avant, évidemment, si jamais vous prévoyez d'utiliser TypeScript et Kotlin. Alors, du coup, voilà, vous demandez, donc voilà, donc, pour l'instant, ça me sort du JavaScript, d'accord, mais qu'est-ce que je peux faire avec? Donc déjà, tout naturellement, vous pouvez interagir avec les éléments de la DOM. Ça veut dire, évidemment, créer, mettre à jour et aussi les récupérer et voir un petit peu les versions qui ont été mises. Mais aussi, travailler avec WebGL. Notamment, un exemple fourni par JetBrains, c'est celui-ci, c'est entièrement fait en WebGL et c'est même interactif. Donc on peut déplacer les poissons, on peut déplacer le logo et les poissons regardent systématiquement en direction du logo, peu importe comment vous le déplacez. Et tout ça c'est fait avec Kotlin, et pas d'image, tout ça est dessiné. Donc c'est faisable. Et évidemment, on peut travailler, comme j'ai dit, server-side avec Node.js. Il existe aussi l'interopérabilité avec React, pour ceux qui voudraient éventuellement. Bon, malheureusement, il existe des limitations. La première, c'est qu'on ne peut pas utiliser de librairie Java. Donc, malgré que, évidemment, Kotlin target en premier la JVM, on aurait tendance à croire qu'on pourrait éventuellement utiliser des librairies Java avec Kotlin.js. Malheureusement, ce n'est pas le cas, puisque comme Kotlin transpile vers JavaScript, il ne peut pas transpiler les classes Java vers JavaScript. Et la deuxième, c'est JavaScript est parfois souvent d'ailleurs pas typé, dans le sens où donc on pourrait mettre une string dans un int, etc. Dans ce cas-là, si ça vous arrivait et que vous avez des objets qui utilisent ça, vous pouvez utiliser le type dynamique. Donc au lieu d'avoir une var string, vous aurez une var dynamique. Alors du coup, je suppose que la plupart d'entre vous se demandent un petit peu qu'est-ce qu'un développeur Android vient faire à vous parler de JavaScript. Vous avez bien raison, donc je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, fut un temps, assez longtemps, où j'écrivais moi aussi du JavaScript. C'était tellement longtemps que c'était même en jQuery. Non, c'est pas de tomate, rien du tout, s'il vous plaît. C'était à l'époque. Et j'avais créé un petit jeu qui s'appelle le carré magique. Donc l'idée n'est pas de moi, on a raison d'y revenir sur ce que c'est. Et c'était aussi il y a tellement longtemps que j'ai pas pensé à sauvegarder mon code sur un système de version. Et mon serveur a craché. Donc voilà, jusque là où vous vous dites, ok, super, mais tout le monde s'en fout. Mais donc du coup, c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, c'est que j'ai décidé de tester Kotlin.js et je me suis dit, quoi de mieux que de refaire ce petit jeu, puisque je le connais déjà, je sais que c'est simple, c'est quelque chose que je vais pouvoir facilement faire en un jour ou deux. Donc, voilà ici, on va parler du coup de ce projet. C'est un projet que j'ai créé, qui est sur GitHub, que vous pourrez facilement aller voir et tester vous-même. Donc le carré magique, c'est très simple. C'est une grille de 10 cases sur 10 cases, et vous commencez avec le chiffre 1 dans la première case en haut à gauche. Vous devez remplir les 100 cases avec les 100 chiffres. Et pour ça, il y a des règles. La première règle, c'est qu'on ne peut mettre le prochain chiffre que dans une case qui est espacée de 2 autres cases horizontalement ou verticalement, ou espacée de 1 de manière diagonale. Et évidemment, une fois qu'on a mis le deuxième chiffre, on ne peut pas revenir sur une case qui existe déjà. Alors ça paraît simple comme ça, mais évidemment au bout d'un moment, on a utilisé un peu toutes les cases et on ne peut plus avancer, donc arriver à 100 n'est pas si simple.
Et donc on arrive à Kotlin multiplateforme. Donc ce qui s'est passé, c'est comme je vous ai dit, j'ai fait ce petit jeu en Kotlin JavaScript, et puis je me suis dit, quand Kotlin 1.2 est sorti, eh ben, pourquoi pas partager le code entre JavaScript et Java, puisqu'Android c'est comme ce que je fais de base, donc moi je préfère. Donc j'ai dit ok, on va essayer. Donc ce qu'il faut d'abord savoir sur Kotlin multiplateforme, c'est que c'est expérimental. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire non plus que c'est pas stable. Ça veut juste dire que JetBrains est encore en train de travailler dessus. Il y a des choses qui peuvent changer, il y a des choses qui vont probablement changer, mais c'est utilisable. Et donc, il faut savoir, quand on est loin avec, voilà, que potentiellement, si vous mettez à jour une version de Kotlin, il pourrait y avoir des problèmes à ce niveau-là. À l'heure actuelle, Kotlin multiplateforme ne target que la JVM et JavaScript. Il y a des plans, pour la suite, de supporter le natif, donc iOS, entre autres, mais ce n'est pas encore le cas à l'heure actuelle. Alors comment ça marche? Bon, d'abord, on va commencer par un principe assez simple. Donc il existe des modules. On va créer des modules qui peuvent targeter la plateforme JVM ou JavaScript. Dans un module qui target la JVM, on peut utiliser des fichiers Java, on peut utiliser des fichiers Kotlin, on peut utiliser même des fichiers Scala, Groovy, peu importe, n'importe quel langage qui target la JVM. Dans un module JavaScript, on peut utiliser n'importe quel langage qui target la JavaScript et qui est supporté par Kotlin. Après, évidemment, donc la JVM va créer des fichiers .class et la JavaScript va fournir des fichiers .js. Mais maintenant, ce qu'on voudrait, c'est donc un module au milieu qui va avoir du code. Et ce code, donc common, lui ne peut contenir que des fichiers Kotlin. Et ne peut pas dépendre de quelque chose qui serait propre à la JVM ou propre à JavaScript. Donc un module plateforme JVM peut dépendre de dépendances Java, Scala, etc. Un module JavaScript peut dépendre de dépendances JavaScript, mais un module common ne peut dépendre que d'autres modules common, comme lui-même, et contenir uniquement du code Kotlin. Pourquoi? Parce que ce code Kotlin va être si mon plateforme JVM dépend de common, quand je vais compiler plateforme JVM, le code common va être à ce moment-là inclus dans le code généré du .class. Et si mon plateforme JavaScript dépend de common, alors forcément ce code sera intégré dans le résultat JavaScript. On verra un peu plus tard que dans mon module common, je peux définir que j'ai besoin d'implémentations spécifiques qui doivent à ce moment-là être implémentées par les autres modules pour pouvoir compiler. Donc l'avantage ici, c'est que comme c'est à la compilation, si jamais mes modules ne répondent pas à common, eh ben, ça ne compilera pas, donc on est sûr et certain que le code sera cohérent à la fin. Alors, où mettre son code? Donc le problème, c'est comme je l'ai dit juste avant, si jamais on a du code commun, il va y avoir évidemment donc le code commun ne peut pas targeter les codes de la JVM ou du code de JavaScript, donc il va y avoir certaines limitations. Donc typiquement ici, j'ai décidé de reprendre un modèle MVC, donc je pense que tout le monde est familier avec ce modèle ici. Après, que ce soit MVP, MVVM, etc., ça reprend plus ou moins toujours ce principe-là, donc c'est relativement similaire. Donc j'ai pris le pattern MVC. Évidemment, la vue, elle, on ne pourra pas la mettre en commun, puisque en général, la vue dépend de choses qui sont inhérentes à la plateforme, que ce soit Android avec les vues Android ou JavaScript avec les éléments de DOM. Par contre, évidemment, le contrôleur, là, vous allez être capable de bouger toute une grosse partie de votre code, de logique, dans le code commun, éventuellement, si tout est bien découpé et que vous ne dépendez pas de code de la plateforme. Et enfin, le modèle plus évident, où là, vos objets pourraient être partagés entre les deux plateformes. Et enfin, évidemment, parce que ce serait trop beau, il existe parfois du code spécifique qu'on est obligé. Donc si vous utilisez Dagger pour l'injection de dépendance, par exemple, ou ce genre de choses, ça, vous ne pourrez pas le mettre en commun, et donc ça devra se trouver dans les plateformes, dans les modules spécifiques. Kotlin multiplateforme, à l'heure actuelle, ne peut fonctionner qu'avec Gradle. Est-ce que tout le monde est familier avec Gradle ou pas? Visiblement, ça a l'air d'être oui. Donc juste pour info, rapidement du coup, Gradle est un système de compilation, donc au même titre que Maven, Ant ou Make, et est écrit en Groovy.
Et un projet Gradle Android typique ressemblerait à ça sans Common et JavaScript. Ici, pour vous, j'ai retiré tous les dossiers qui ne servent à rien pour rendre le code plus clair, donc il y en aura plus si jamais vous récupérez le projet, mais ça ressemble typiquement à ça. Contrairement à la documentation de Kotlin, j'ai décidé de faire un projet avec des sous-modules, donc ici Android Common et JavaScript, alors que la documentation de Kotlin a tendance à justement faire plus des modules séparés. Donc, pourquoi j'ai fait un module commun? On va en dire tout de suite. Donc déjà, le premier, c'est que, comme je l'ai dit, le settings.gradle va inclure mes sous-modules, donc JavaScript, Common et Android. Et mon build.gradle va définir en fait comment tous mes projets se comportent. Et notamment, ici on peut voir que j'ajoute une constante. Et le fait d'utiliser justement donc un projet commun avec des sous-modules, je vais pouvoir utiliser cette constante partout et m'assurer que tous mes sous-projets utilisent la même version de Kotlin. Ce que je trouve quand même relativement confortable. Le build.gradle du projet common est relativement simple. On applique le plugin qui dit que ça va être un projet common. On met les librairies. On voit encore que j'ai pu utiliser donc, ma constante. Ici, même principe. On a le plugin. Cette fois-ci, on renseigne qu'on est dans le type d'un plateforme JavaScript. On voit que j'ai choisi le fait de le sortir en UMD. Et enfin, là, on a un petit mot-clé qui est expected, qui va dire, en gros, ce projet-ci dépend de Common, mais comme potentiellement Common aurait besoin de code qui se trouve dans mon module plateforme, on utilise le mot-clé expected, mais donc il dépend. On voit ici aussi que j'applique deux autres petits fichiers Gradle. Dans ces fichiers, on reviendra plus tard sur test.js, mais donc copy.js, il faut savoir que, en fait, ce qui se passe, c'est que le code généré par Kotlin, donc transpilé en JavaScript, dépend de kotlin.js, qui est un fichier qui se trouve dans le jar de la dépendance Kotlin. Il se trouve juste au-dessus, d'ailleurs, ici. Et donc, le problème, c'est que avec Gradle, ce fichier JavaScript n'est pas extrait automatiquement avec votre fichier JavaScript. Et donc, copy.js sert à faire ceci. Vous avez un exemple, donc, soit sur mon repo GitHub, soit directement dans la doc de Kotlin. Les deux fichiers sont semblables, mais pas identiques. Enfin, un module Android. On renseigne que c'est aussi une plateforme Android. Ici, au cas où, si jamais ça vous intéresse, donc j'ai rajouté le fait que mes sources peuvent se trouver dans src main Kotlin, histoire de rester cohérent avec le reste, mais voilà, si jamais vous essayez que vous mettez pas ça et que vous mettez vos sources dans Kotlin, ça ne marchera pas. Il faudra les mettre dans src main Java, ou alors rajouter cette petite ligne-là. Encore une fois, expected project common, on voit que j'utilise Kotlin version, et tout en bas, j'utilise les tests, encore une fois, on a raison d'y revenir. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Dans mon cas, j'ai bien dit, c'est un projet très très simple. La seule logique que je partage, c'est la logique de quelles sont les prochaines cases qui sont disponibles, quelles sont les cases que j'ai déjà cliquées, etc. Cela se trouve dans Magic Square KT. Ensuite, en JavaScript, j'ai juste une vue qui se sert de ça pour l'afficher. Et en Android, j'ai une vue que j'ai extraite pour plus de facilité et une activité, donc pas très compliqué. Rapidement, voilà à quoi ressemble le code commun. Donc on voit c'est du code tout à fait banal. C'est du code Kotlin. Le code de la vue, donc là on voit que je récupère mes différents éléments donc de vue pour JavaScript. Ici j'ai ma vue Android qui est en grid view pour afficher ma grille. Et on voit donc que j'ai un adapteur, etc. Donc tout à fait banal Android. Et mon activité, donc, qui crée, qui set la vue, va récupérer l'information, etc. Voilà le résultat. Donc, voilà, je ne suis pas designer, hein, je pense que ça se voit. Mais donc voilà, le code ici, entre les deux, pour tout ce qui est de la logique, des cases vertes, etc., de savoir quelle case est cliquable ensuite et quelle case elle est utilisée, est partagé entre les deux, ce qui était l'objectif de base. Ici, je vais vous parler d'un concept que je n'ai pas utilisé dans le projet, parce que je n'en avais pas l'utilité, mais c'est quand même assez intéressant. Imaginons donc qu'on se trouve dans le module common et qu'on ait besoin de quelque chose. De manière générale, une façon de faire serait d'utiliser une interface, comme on le ferait ici, définissant deux méthodes.
En Kotlin, on peut utiliser le petit mot expect. Et donc ce mot-clé expect, c'est le petit trou que j'avais fait tout à l'heure dans les modules. Et s'utilise de cette façon. On voit plusieurs choses. La première, donc, c'est que mes méthodes sont toujours abstraites, mais j'ai quand même rajouté un constructeur. Potentiellement, je peux avoir un constructeur ici. Et quand je l'implémente, je dois l'implémenter comme ça. On voit à ce moment-là qu'il faut mettre le petit mot-clé actual partout. Devant chacune des choses qui sont même devant le constructeur. Et après, dans mon module common, par exemple, je pourrais l'utiliser de cette manière-ci sans aucun problème. Et je peux l'instancier directement, chose que je ne peux pas faire non plus avec une interface. On peut utiliser ça aussi avec les top-level functions, donc les fonctions qui sont toutes seules en dehors de classe. On peut faire des fonctions qui sont expected. Et donc voilà, c'est à peu près tout, donc j'étais obligé de la faire, je pense. Mais il existe aussi une autre chose très intéressante, c'est qu'on peut définir une classe. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le principe d'atomic reference. Donc, typiquement, c'est en Java, vous avez des genres de choses. Donc, ouais, atomic integer, entre autres, et ici atomic reference. Donc, c'est un objet qui va tenir une référence vers un autre objet pour vous et qui va s'assurer que que si jamais je demande la valeur, donc j'ai plusieurs threads qui essayent d'accéder à ma valeur, que tout reste cohérent. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait un get en même temps qu'un autre essaye de faire un set, ben, ils vont bien être exécutés l'un après l'autre. C'est ça une atomic reference. En Java, ça existe déjà. Ça n'existe pas en JavaScript à ma connaissance. Mais donc, je pourrais très bien, dans mon module common, faire ceci, et en Java, juste lui dire, ah ben, en fait, au cas où, utilise la classe qui existe de cette façon-là. Et cela permet donc de faire ça assez rapidement, et donc d'utiliser l'objet sans aucun problème, alors que si j'avais utilisé une interface, j'aurais dû faire un wrapper autour de mon objet, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, maintenant, on va parler un peu plus du testing. Donc c'est super important le testing, surtout quand vous partagez du code entre deux plateformes. Alors, pourquoi? La raison est simple. J'ai eu le coup justement où mon code fonctionnait en JavaScript, mais j'utilise un tableau d'objets, et un tableau a une taille définie, du moins en Java, et en JavaScript, j'avais pas vu, j'appelais un élément, donc un index qui était supérieur à la taille de mon tableau. Ce qui en JavaScript ne pose pas de souci. Il donne juste un undefined et puis c'est tout. Mais en Android, j'avais un crash. Et donc du coup, pourquoi tester le code? Parce que forcément, ça va dépendre de l'implémentation derrière de votre code à vous. Alors, où mettre son code? Donc du coup, ici dans le cadre de mon objet Magic Square, je mets le code Magic Square test au même endroit, dans le module common. Comme ça, les tests seront partagés automatiquement entre les deux, entre la plateforme JVM et la plateforme JavaScript. Malheureusement, comme on l'a dit, dans le code commun, on ne peut pas utiliser de librairie Java. Donc, on ne peut pas utiliser Mockito, par exemple, ni AssertJ, ni aucune autre librairie Java. Ce qui est donc problématique, enfin embêtant plutôt. Au lieu de ça, vous pouvez utiliser juste 4 annotations qui sont test, ignore, before test et after test. Ceux qui sont familiers avec JUnit reconnaîtront verront que ça ressemble quand même beaucoup. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que JetBrains a utilisé le petit mot expect. Ce petit mot expect fait en sorte que donc, si vous vous rappelez dans mon fichier build.gradle de mon plateforme JVM, j'avais inclus une librairie test JUnit, et donc cette test JUnit va fournir les actuels qui sont donc à ce moment-là @test, @ignore, @before test et @after test pour JUnit. Il existe aussi des assertions, évidemment, donc assert true, assert false, assert equals, etc., fournies par Kotlin et qui fonctionneront, mais donc vous ne pourrez pas utiliser JUnit ou ce genre de choses. Il faudra utiliser ce qui est fourni par Kotlin ou éventuellement vos propres librairies à vous qui seront uniquement du code Kotlin commun. Alors, quel framework utiliser? Évidemment, pour la JVM, JUnit, puisque c'est fourni par Kotlin. Ceci dit, si vous préférez utiliser TestNG ou autre, il est tout à fait possible de créer vos propres actuals et de fournir vos propres annotations, et ça fonctionnera tout aussi bien. Mais à l'heure actuelle, JetBrains ne fournit qu'une dépendance pour JUnit. Du côté de JavaScript, on a un petit peu plus de choix.
Donc je vous avoue que je ne connais pas bien la différence entre tous ces frameworks de test. Dans mon cas, moi j'ai utilisé Jest, mais si vous voulez utiliser Jasmine, Karma ou Mocha, peu importe, tout ça est possible. Et je fournirai aussi un lien à la fin vers des exemples fournis par JetBrains qui permettent de s'inspirer et donc d'utiliser le framework que vous préférez. Alors, comme j'avais dit, on revient sur mon test.js.gradle. Celui-ci applique un nouveau plugin qui permet d'utiliser Node.js. On rajoute la dépendance Kotlin test.js qui va donc fournir les actuals pour les annotations que j'ai montrées juste au-dessus. Cette fois-ci, on compile en CommonJS puisque forcément on va utiliser Node pour tester. On voit que je crée aussi une tâche, dont je vous ai épargné les détails, mais qui va en fait récupérer tous les fichiers JavaScript qui sont générés par Kotlin et qui va les fournir du coup à ce moment-là à Jest. On a une task qui installe Jest et ensuite on a un truc run Jest, donc qui va exécuter mon binaire en lui passant les attributs et on voit que cette tâche dépend des deux tâches que j'ai fait au-dessus. Et enfin, je dis que la tâche test dépend de run Jest et donc quand je ferai Gradle W test, ça lancera Jest. Voilà, je pense que c'est assez simple. Alors un autre petit truc que vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, et sur lequel je reviendrai que maintenant, c'est que j'ai deux fois la méthode getNextForPosition qu'on voit ici, et qui appelle, donc la première appelle la deuxième, en lui passant un tableau. Et cette deuxième est internale. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, le mot-clé internal permet en Kotlin de définir que cette méthode sera accessible au sein du module, mais ne sera pas accessible en dehors du module. Donc du coup, c'est assez pratique pour permettre d'avoir une méthode qui sera publique pour mes tests au sein de mon module common, mais qui ne sera pas publique en dehors de mon module common. Aussi, la raison pour laquelle j'ai ces deux méthodes, c'est que la première fournit un tableau qui est une variable privée de ma classe Magic Square, et donc grâce à ça, pour mes tests, je peux en fait facilement passer un autre array qui contiendrait donc des valeurs comme si mon tableau avait déjà été rempli à l'avance par une partie. Donc cela permet facilement de tester les méthodes et grâce au mot-clé internal de rendre ça visible à mes tests mais pas en dehors. Donc ça ne pollue pas le reste de mon code. Donc voici ici à quoi ressemble donc les résultats, donc que ce soit avec Jest ou avec JUnit. Alors évidemment, il existe quelques gotchas. Le premier, c'est que, en fait, typiquement, quand vous allez lancer vos tests, Magic Square View a été créé, et dans le constructeur de cette classe, je faisais des appels demandant mes vues. Donc donne-moi tous les TD qui forment ma grille, ou donne-moi l'endroit où je vais mettre le meilleur score. Et j'avais défini ça comme étant non nul. Le problème, c'est qu'une fois que je le lance avec Node.js, la vue n'est pas fournie, et donc Kotlin me disait non, ça ne va pas possible, je ne trouve pas la vue, et je ne peux pas mettre nul dans une variable non nulle. Donc ça crachait. Donc c'était ici, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Forcément, vos modules vont être instanciés, et donc potentiellement, vous allez avoir ce problème-là. Et l'autre, c'est que je n'ai pas réussi à faire fonctionner mes tests sans mettre le type de module en UMD, puisque ça c'est compatible avec le CommonJS. J'ai essayé plusieurs choses. Alors je ne suis pas sûr que ça ait une importance. Je ne pense pas que UMD va nécessairement apporter beaucoup de poids au code généré, mais donc voilà, potentiellement, si ça pose problème pour vous, c'est quelque chose qu'il faut savoir pour vos tests. Vous pourriez avoir besoin de changer ce paramètre pour vos tests. Voilà, donc en conclusion, ce que j'ai pu remarquer, c'est que Kotlin multiplateforme, bien qu'il est encore expérimental, est relativement simple à utiliser. La documentation est encore un peu frêle à l'heure actuelle, mais de manière générale, vous pouvez vous en sortir assez facilement. Donc j'ai mis ici dans les liens, le premier étant donc le lien vers mon GitHub, où vous pouvez récupérer le projet exemple et le compiler et le faire fonctionner sans aucun problème. Le deuxième, c'est la référence vers le code multiplateforme. Et enfin, le lien vers les différents exemples de tests avec les différents frameworks JavaScript.
et les liens vers éventuellement mon Medium, Twitter, et le lien vers le Twitter du podcast que je co-host. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui. Tout ce qui est dans le JDK standard, ça va être exploitable. J'ai pas compris en fait qu'est-ce qui était parti en fait des librairies qui sont communes et qu'est-ce qui serait pas librairie commune sur l'univers Java. Ok. Donc, je répète la question pour ceux qui n'auraient pas entendu. La question c'est est-ce que j'ai accès au JDK ou aux classes du JDK dans un module common et qu'est-ce qui est disponible dans un module commun. Donc, dans un module commun, non, tu n'auras pas accès aux classes du JDK. Ce qui sera disponible, par contre, ce sont toutes les classes qui font partie de la Kotlin Standard Library. Donc, typiquement, un exemple tout bête, hein, mais si tu veux créer une liste mutable, au lieu de faire ArrayList, qui serait une classe Java, tu vas plutôt utiliser le mot-clé MutableList de Kotlin, qui lui, à ce moment-là, aura une implémentation des deux côtés. Tu n'auras pas accès au JDK, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de choses qui est fournies par Kotlin. Donc après, tout ce qui est string, etc., forcément, il y a des objets dans la standard library Kotlin qui sont disponibles. Tout ce qui est aussi les séquences, etc., tout ça est là. Tout ça est fourni. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Est-ce qu'il y a un delta énorme entre le code de la partie commune, la partie spécifique des bruits et la partie spécifique JS? Donc, Est-ce qu'il y a un delta énorme? Donc, la question c'est est-ce qu'il y a un delta énorme entre la partie JavaScript et la partie Java, donc JVM. Alors, je t'avoue que donc moi j'ai juste testé pour mon petit projet ici, donc j'utilise beaucoup la partie JVM, mais pas beaucoup la partie JavaScript, donc je pourrais pas te répondre avec certitude. Maintenant, de ce que j'ai donc par rapport à mes recherches pour ici la présentation, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'effectivement la compatibilité avec toutes les librairies fonctionne. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit, on peut utiliser React, entre autres. Je pense qu'il y a d'autres librairies. Angular aussi peut être utilisé avec Kotlin, Node.js, etc. Donc, a priori, toutes les librairies que tu pourrais utiliser en JavaScript sont aussi utilisables. Donc, du coup, la différence que tu aurais, c'est plus la différence entre Java et JavaScript, telle quelle, sans pour autant prendre en compte Kotlin dans l'histoire. Du coup, par exemple, l'accès au système par exemple, l'accès à du stockage local et tout, est-ce que c'est commun ou pas? Non, justement, ça tu vas avoir, typiquement, ça va être des classes qui vont dépendre de ton environnement. Donc là, c'est les choses que tu mettrais soit dans un expect, par exemple, et qui devraient être implémentées dans les différents modules. Donc tout ce qui, forcément, va être spécifique à la plateforme et où le code va être lancé, malheureusement, ne peut pas aller dans le code commun. Oui. C'est quelque chose de complètement différent de code natif. Ça n'a rien à voir. Oui, donc oui, donc le Kotlin natif, effectivement, c'est encore différent. Donc le Kotlin natif, donc pour ceux qui ne savent pas, ça va être la possibilité de compiler du code Kotlin pour du code natif, donc normalement du C, C++, et même de l'Objective-C pour iOS. Donc ça n'a malheureusement, donc comme je l'ai dit, pour le multiplateforme ici, ce que JetBrains considère la multiplateforme, c'est de pouvoir partager du code entre justement JVM, JavaScript et à l'avenir le natif. Mais donc, c'est deux choses bien séparées. Pas d'autres questions? Ah oui, pardon. En termes de maturité, est-ce qu'on peut faire des applications sur empreinte avec Alors avec Kotlin.js, oui, parfaitement. Il est en stable à l'heure actuelle. Donc niveau Kotlin.js, ça ne devrait pas poser de soucis. Du moins, je ne l'ai pas fait personnellement. Comme j'ai dit, c'était juste pour mon test. Maintenant, JetBrains
JetBrains considère à l'heure actuelle que Kotlin JS est prêt pour la production. Il existe aussi, notamment entre autres, pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez utiliser Kotlin Playground, et c'est une façon de pouvoir même exécuter du code Kotlin directement dans le navigateur pour pouvoir jouer. Donc il y a plusieurs exemples là-dessus, et je pense pas me tromper en disant que c'est utilisé sur Kotlin JS pour ça. Oui. Donc ils se sont quand même assez bien accélérés après la 1.0, donc la 1.1 et la 1.2 sont sortis assez rapidement, mais non, ce ne sont pas des versions majeures. Normalement, la roadmap est disponible publiquement, donc tu peux aller voir. Donc le projet est sur GitHub et est open source, donc tout est là. Tu peux voir. Après, donc de mon expérience avec Kotlin, du moins en Android, ça n'a jamais été un problème. Donc quand ils ont eu des bugs, c'est que les corrections sont sorties relativement vite, je dirais moins de 24 heures pour les trucs bloquants. Et ici, voilà, je pense qu'ils ont atteint un niveau quand même relativement stable, et donc ça évolue un peu moins vite. Et voilà. Il y avait une autre question par ici, je ne sais plus. Oui. Et du coup, il y a eu des benchmarks de performance entre Kotlin et Java Native pour l'Android, par exemple. Alors, pas à ma connaissance. Alors, donc, c'est assez drôle. Donc, il existe un super article par Christophe Bales qui s'appelle, j'ai oublié le nom de l'article, mais donc, il a fait plusieurs articles justement qui montrent un peu le fonctionnement de Kotlin interne, et des gens se sont servis de ça pour faire des benchmarks. Et donc justement, il a fait un talk à Android Maker récemment où il expliquait que c'était pas des bonnes idées pour faire des benchmarks. Donc il y a des gens qui ont fait des benchmarks, donc des gens pas de chez JetBrains. Maintenant, ceux-là n'étaient pas nécessairement viables. Après, au niveau d'Android en tant que tel, il n'y a pas nécessairement de perte de performance. Après, je sais que Google travaille avec justement JetBrains pour ça, notamment dans Android P, ils ont annoncé qu'ils avaient travaillé pour justement améliorer certaines performances par rapport à du code qui avait été généré par Kotlin. Donc, je suppose qu'il y a probablement un coût, parfois, sur certaines choses, mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, je pense que c'est négligeable, s'il y est, et Google travaille aussi dessus pour essayer d'améliorer les performances de toute façon.